Monsieur Wilfried Mbot-Nguema, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien avec vous. Vous êtes un juriste conseil et fiscaliste représentant plusieurs entreprises nationales et internationales. Vous aviez été candidat aux élections législatives d'août 2023. Notre première question serait celle de savoir comment est-ce que ces entreprises que vous représentez aujourd'hui se portent depuis l'avènement de la transition. Bonsoir à nouveau. Et c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à ma modeste personne et surtout l'intérêt que vous accordez aux entrepreneurs gabonais. Alors il faut dire que l'entrepreneur au Gabon n'est pas quelque chose de facile. Pour la simple et unique raison que les majors priment les petits entrepreneurs, les grandes entreprises priment les PME, et il faut une véritable politique d'accompagnement, d'encadrement pour les PME gabonaises. C'est vrai qu'on entend aussi et là dire que nous allons favoriser les entreprises gabonaises à pouvoir se développer, encourager les entreprises gabonaises à pouvoir avoir des marchés, entendu récemment, dernièrement, l'année dernière, jusqu'à 150 millions pour les entreprises gabonaises. Mais après, qu'en est-il de la faisabilité? D'une part. D'autre part, quels sont les allègements fiscaux qui sont mis en place par le gouvernement et par l'État pour accompagner ces jeunes Gabonais? On vous dit aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est créée cette année, un an plus tard, on vous demande de payer une patente, on vous demande de payer un impôt de 1 million, on vous demande de payer certaines taxes ou certains droits de douane qui vous reviennent quasiment à 5-10 millions alors que vous n'avez pas exercé dans un premier temps. Et dans un second temps, il faut concourir au marché, on vous demande d'avoir une expérience dans le domaine. Comment concourir face aux majors si vous n'avez pas justement ces différentes attitudes? Donc voici un peu les difficultés auxquelles font face les entrepreneurs gabonais. Mais il faudrait simplement dire que nous devons aménager et assouplir les conditions d'accès au marché public, les conditions d'accès aux différents marchés pour les PME, et pourquoi pas aller plus loin, alléger l'impôt des Gabonais. Partir de 30% aujourd'hui pour les entreprises normales à 20% ou à 25% comme au Sénégal. Mais 20%, je pense que ce serait bien pour toute entreprise gabonaise qui démarre. Et puis par la suite, on verra comment cette entreprise grandit. Donc il faut classifier les différentes entreprises et pouvoir accompagner, permettre aux Gabonais d'être compétitifs et pouvoir se missionner à des marchés plus importants. Ça veut dire que le climat des affaires n'a toujours pas été assaini pour ces entrepreneurs-là? C'est un combat que nous menons depuis quasiment 5 ans. Je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'NP Gabon, en 2017 ou en 2016, c'était notre challenge, assainir le climat des affaires au Gabon. Or, pour l'instant, quand vous avez en face de vous un gros comme Colas ou un géant comme Bolloré, faites concurrence comment? On vous demande d'avoir des documents, des attestations de travaux exécutés similaires ou des marchés étaient à des milliards. Vous avez comment? Quand vous avez en face de vous un Libanais qui, dans son favoritisme, démontre qu'il a une expérience plus que vous. Le jeune Gabonais qui entreprend, qui est ingénieur en génie civil et qui a des attitudes pour ça. Mais parce qu'il n'a pas d'expérience dans le domaine, il ne peut pas solutionner un marché d'1 milliard par exemple avec ça. Et même le marché de 150 millions qu'on demande de faire, on le fait avec quoi? Il va falloir aller chercher des prêts à gauche et à droite, et même ça, les banques ne vous accompagnent pas. C'est quoi la suite? Voici les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs. Il faut assainir justement, et permettre à ce que le climat des affaires soit fluide pour tout un chacun et donner la chance aux Gabonais et aux Gabonaises d'entreprendre réellement, de pouvoir se missionner et d'être compétitifs sur le marché. Alors, vous venez de le dire, les grandes entreprises priment sur les PME, elles qui sont créatrices de richesses et d'emplois. Quelles pourraient être les conséquences justement d'une telle politique alors qu'on sait que les autorités actuelles, celles de la transition, font des pieds et des mains aujourd'hui justement pour résorber la difficulté du problème du chômage et pour pouvoir relancer l'économie? Alors, il faut le dire, hein, Rome n'a pas été bâtie en un seul jour.
nous sortons d'un système de plus de 56 ans dans lequel le Gabon n'a pas été favorisé. Et ce ne sera pas demain la veille que les choses s'ouvriront du tic au tac. Ça prendra du temps. Les autorités en place, donc le CPRI depuis le 30 août, ont essayé et tentent de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les Gabonais. La preuve, pour preuve d'ailleurs, la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat du Gabon, donc la BCG, qui a été mise en place pour accompagner justement les Gabonais, les entrepreneurs gabonais, les PME et les PME. Mais pour ce faire, il faut véritablement mettre en place un cadre juridique. Il faut assainir l'accessibilité au financement. Il faut réduire justement les contraintes liées aux conditions d'accès justement à ces crédits. Quand on demande à un Gabonais pour qu'il soit financé, on vous dit qu'il faut avoir un titre foncier, sachant qu'on a un problème de foncier. Comment voulez-vous qu'il puisse avoir comme garantie un titre foncier, sachant que le Gabon lui-même a un problème de foncier? C'est des conditions qui sont excessives pour un Gabonais. On vous demande d'avoir une capacité financière à hauteur de 300 millions. Vous la trouvez où quand vous êtes dans une entreprise? Donc c'est difficile de pouvoir être compétitif sur le marché. Mais toute chose vient à point. Ce qui est bien, c'est de démarrer. Les initiatives qui ont été prises par le CTRI sont louables. Continuons dans ce sens. Continuons à avoir un peu plus de flexibilité. Et ainsi, nous pourrons permettre à nos entrepreneurs gabonais d'être compétitifs. Malgré le talent qu'ils ont, il faudrait davantage des encadreurs. On peut donc dire que cette banque de développement, puisque le climat des affaires ou le cadre juridique n'a pas été revu, cette banque risquerait d'être un échec? La conséquence par rapport à la question précédente, c'est que nous continuons à augmenter le chômage si on ne fait pas attention. Il faudrait que cette banque, justement, revoie le cadre juridique, revoie ses conditions de financement du crédit pour les Gabonais et revoie justement les mesures d'attribution du crédit. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons parvenir à une équité, à un Gabon plus juste, plus prospère et plus équitable pour chacun et pour tous. La BCEG, c'est une très bonne initiative, mais il faut voir derrière quelles sont les conditions qui ont été mises en place pour pouvoir justement accompagner les Gabonais. Et après, il faut sécuriser sur le plan juridique. On a veillé à des gens qui venaient avec des bons projets, on vous finance 50 millions, après vous dispatchez dans la nature, on vous rattrape. C'est ça aussi qui a emmené justement cette méfiance ou cette rigueur documentale sur l'obtention des financements au Gabon. Alors, d'après les informations que nous avons sur le terrain, beaucoup d'entreprises gabonaises aujourd'hui sont en bilan d'ouverture. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre, le président de la transition a annoncé 3 grands projets. Le chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba, le port en eau profonde de Mayumba et la construction du barrage hydroélectrique qui devrait engranger 163 000 emplois. Voilà des grands projets qui vont certainement être soumissionnés par des grandes entreprises. Et ces entreprises gabonaises qu'on qualifie d'entreprises dans le sac, mais en économie, en bilan d'ouverture. Quels seraient les mécanismes justement pour que ces entreprises que l'État doit accompagner en offrant des marchés, quels pourraient être les mécanismes qui doivent être mis en place pour que ces entreprises enfin vivent et cessent d'être dans le sac? Très bonne question. Je dirais pas entreprise dans le sac, comme dit quelqu'un, les gouverneurs ont les entreprises en mallette. C'est effectivement dans le sac parce que il faut avoir un siège social, il faut être légalement constitué, il faut être juridiquement établi. Et malheureusement, beaucoup de nos entreprises gabonaises ne le font pas. Et d'ailleurs, qui le fait? Vous regarderez dans toutes les micro-entreprises gabonaises, le monsieur qui vend les Nike, il n'a pas d'agrément. La femme qui a le bar au quartier qui vend son poisson, il n'a pas d'agrément. Donc ça déjà, il faut quitter l'informel pour amener les entreprises à se formaliser. Mais la grande question, c'est quel est l'avantage pour quelqu'un qui est dans l'informel et se met dans le formel, sachant qu'il ne retrouve rien. Dès qu'il se met tant qu'il est dans l'informel, il n'a pas de taxes à payer, il n'a pas d'impôt. Le jour où il décide d'être formel, il a toutes les taxes qui tombent dessus. La mairie lui tombe dessus, les impôts tombent dessus, tout le monde tombe dessus, la DGCC n'en parlons plus. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, soit il ferme, soit il se met dans l'informel. Pour revenir aux 163 000 emplois,
c'est une très bonne chose pour le Gabon. Ce serait une occasion idéale, justement, de sortir de notre problème du chômage. Mais la question demeure. Quelles sont les entreprises qui vont compétir à ces offres? Quelles sont les conditions réelles qui seront mises en place pour que les Gabonais puissent se missionner à ça? Parce que créer une entreprise, c'est être porteur, c'est être porteur de valeur. Et c'est surtout créer de la richesse et employer des Gabonais. Or, si aujourd'hui, une entreprise qui se met sur le marché n'est pas légalement constituée, n'a pas les financements qu'il faut, ne remplit pas les conditions pour être accompagnée par la banque, comment voulez-vous qu'elle puisse employer des Gabonais si elle-même elle est asphyxiée? Donc il faut qu'on revoie justement les conditions qu'on nous entoure de création d'entreprise, mais surtout de compétitivité sur le marché. Et ça encore, c'est un projet qui a été initié par le chef de l'État, le port de Marimba et autres. Mais comme j'ai l'habitude de dire, l'entrepreneuriat c'est le futur. L'entrepreneuriat c'est le futur du Gabon. Les gens ont tendance à, je vois des gens qui font des grèves pour dire que on doit être fonctionnaire, nous sommes des chômeurs, on recherche de l'emploi. Mais l'INE se qualifie en disant que qui est chômeur, c'est défini qui est chômeur, c'est celui qui a les diplômes et qui est la recherche d'emploi. Or, comme je l'ai dit tantôt, le Gabon n'avancera qu'avec les entreprises. Et celui qui entreprend crée la richesse, crée de la valeur ajoutée pour son pays. Et récemment, nous avons organisé le Café de la Jeunesse le 21 décembre 2024, au cours desquels nous avons présenté un projet national qui s'appelle le PONT, le plan Olivier Nguema pour la transition économique, dont je suis l'initiateur et avec certains autres Gabonais. Donc c'est un programme ou un plan d'action triennale, quinquennal le temps pour moi, qui va de 2025 à 2030 et qui permet de réduire le chômage au minimum de 30%. Avec un programme concis, des idées précises et des modèles d'entrepreneuriat concis. Nous avons, par exemple, à l'intérieur, comment j'appelle ça, les épiciels, davantage, les laveries, et d'autres programmes qui pourraient permettre à chaque Gabonais de pouvoir se retrouver. Parce que le véritable problème, il faut faire la différence entre les AGR, comme on a souvent dit, activités génératives de revenus, pour ceux qui veulent rapidement avoir des revenus, et derrière ce qu'on appelle une entreprise, donc un entrepreneur qui, justement, lui, bâtit une entreprise et permet d'embaucher des milliers de Gabonais. Ces projets, ces différents projets permettront à ce que les 130 000 emplois, d'une part, les 50 000 emplois, d'autre part, et les 30 000 emplois qui sont également soutenus dans un autre programme, permettront au Gabon d'atteindre d'ici 2030 200 000 emplois directs pour les Gabonais ou indirects. Et ça nous permettra, d'une part, de réduire notre combat contre le chômage. Alors vous êtes aussi vous portez une autre casquette, vous êtes un homme politique. Aux dernières élections, vous étiez candidat dans le 6e arrondissement. Les deux chambres de parlement ont désormais adopté le nouveau code électoral. Cette loi électorale crée déjà aussi de la polémique auprès des hommes politiques et les acteurs de la société civile. Il y a des articles qui sont querellés. La première, c'est celle qui permet désormais aux militaires et aux magistrats de compétir aux différentes élections. Quel est votre avis? Alors, je ne suis pas parlementaire pour l'instant. Et au regard de tout ce qui a été fait, en tant que juriste, j'ai révisé le code électoral. J'y ai apporté d'ailleurs des amendements que j'ai soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'ils en tiennent compte, tant mieux. Mais à ce niveau, je pense qu'il faut faire le distinguo entre les militaires et les magistrats. Ce qui risque d'embêter, c'est souvent le problème du genre. Lorsque les magistrats s'engagent à faire de la politique, il faudrait qu'ils soient impartiaux. C'est l'impartialité qui permet de pouvoir accorder du crédit à ces personnes qui sont censées être des garants de la Constitution ou de la République. Et d'autre part, les militaires qui sont censés être des garants de la sécurité nationale. Or, si ces militaires qui s'engagent aujourd'hui en politique ne revenant pas au régime d'hier, où le militaire décide de tout, où le militaire, quand il a perdu l'élection, il sort les armes. Il faudrait que le Gabon est un et indivisible. Ça, il faut le savoir. Et
que ces différents militaires-là puissent avoir l'impartialité de se dire la chose publique est différente de la chose militaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut être impartial quand on est juge et partie? Cela va de soi. Cela va de soi. Effectivement, la route, le chemin est très mince de faire l'impartialité lorsqu'on est juge et partie. Et c'est pourquoi c'est une question qui, jusqu'à présent, nous restons beaucoup tiraillés là-dessus. Il faudrait que, justement, les militaires, ou à la rigueur dans le code électoral, nous puissions, au-delà de leur candidature, d'accepter leur candidature, de mettre des garde-fous derrière pour empêcher à ces personnes d'avoir des dérives autocratiques. La caution pour l'élection présidentielle est passée de 10 millions à 30 millions de francs CFA. Et pour la députation, de 300 000 à 1 million de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas pour vous, en tant qu'homme politique et acteur de la société civile, je peux le dire, une manière déjà de faire de la sélection et de garder les mêmes têtes que l'on a toujours connues au pouvoir dans les mêmes fonctions? Alors, quelqu'un disait récemment sur un réseau social, pour dire qu'ils font du tri. Le code électoral vient de trier certaines personnes pour empêcher justement à ceux qui ont des ambitions de se présenter. J'ai pu dire que d'autres ont des idées, mais ils n'ont pas d'hommes. D'autres ont des hommes, mais ils n'ont pas d'idées. C'est la force, la synergie de tout ça qui permet de pouvoir justement bâtir un Gabon nouveau et faire avancer les choses. Est-ce que ce n'est pas une sélection antidémocratique? Mais revenir, non, ce n'est pas antidémocratique. Pour remporter une élection au Gabon, ou pour faire de la politique, il faut des moyens. Il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. 30 millions, c'est pas une mauvaise chose. Nous avons eu au Gabon, jusqu'en 2023, près de 101 partis politiques. Partis politiques comme des entreprises, partis politiques dans les mallettes. Des partis politiques où il n'y a que 2-3 personnes dans les partis politiques. Mais ils sont les premiers lorsqu'on décide de faire des contestations. Ils sont les premiers à être pour exiger, pour réclamer, ou faire du chantage à l'État ou aux différents leaders politiques. Alors que leurs partis ne pèsent rien. Des partis fréquents, des opposants fréquents, comme on disait hier, qui ne valent rien, qui ne pèsent rien sur le terrain. Mais ce sont des personnes qui font du chantage. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut qu'un parti politique existe, il faut au minimum qu'il ait 6 000 adhérents. 18 000 adhérents. 18 000 adhérents, mais nous verrons bien. Nous verrons bien en sortie de là. Vous voyez qu'il n'y aura que 30 partis politiques, sinon 20 minimum, qui pourront atteindre ce quota. Alors que 18 000, ça fait... nous sommes 9 provinces, 9 fois 3, 9 fois 2, nous sommes à 18. Donc il faudrait qu'au minimum, chaque parti politique ait 2000 représentants dans chaque province du Gabon pour pouvoir être là. Mais comment les partis politiques sont capables de pouvoir le faire? Donc j'en connais tellement qui doivent être dissous. Et beaucoup de candidats se prévalent souvent à la présidentielle à se présenter comme de nouveaux leaders, comme des donneurs de leçons, comme des messies, alors qu'ils ne valent absolument rien. Leur seul intérêt, c'est de faire du chantage au président de la République, c'est de faire des beaux yeux aux gouvernants pour qu'ils soient appelés et qu'ils puissent partager le gâteau comme ils disent en griffe. Hein. Bon, toi tu vas à tel poste, et tout. Il faut arrêter d'avoir des politiciens périodiques. Des politiciens qui arrivent juste parce que là c'est la présidentielle, ils se font valoir pour un homme politique. Or, toute l'année, pendant les 5 dernières années, il n'a rien fourni. On ne l'a pas entendu parler. D'autres vont à l'Assemblée nationale, ils sont députés, mais 5 ans. Vous êtes représentant du peuple. Quelle mesure avez-vous apporté pour le peuple? Quelle contribution avez-vous faite à l'Assemblée nationale? 5 ans députés, rien, aucune intervention. Rien du tout. Aucune intervention, aucune action pour le peuple, rien du tout. Mais quand les élections arrivent, ils se prévalent d'être les plus grands scientifiques, les plus grands politiciens du monde, les plus grands orateurs. Bref. Et c'est ça, malheureusement, le mal du Gabon. Et ces personnes, il faut les éteindre. C'est pourquoi je partage cet avis qu'à un moment donné, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre, il faut pouvoir les contraindre. Et la contrainte, c'est la contrainte financière. 30 millions, c'est que ne se prépare pas une élection présidentielle un blagueur. Ne se prépare pas une élection présidentielle quelqu'un qui veut juste vendre du vent ou se vendre lui-même. Et nous, au niveau de la députation, 300 000, je pense que c'était raisonnable, à 1 million, ça va limiter les candidatures. Au moins, ne sera candidat que les candidats sérieux.
Et pas des personnes qui viennent pour juste vouloir faire du fun. Après, je comprends que on exclut beaucoup qui ont des idées, qui ont des choses à dire. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On s'unit, on se rallie, on forme des coalitions. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et ce n'est pas une question d'individu, c'est une question nationale, c'est une question de personnes, c'est une question de groupe. Et lorsqu'on se met en coalition, on va plus loin. Et plutôt que d'aller dans l'individualité, ou juste parce que le moi-moitisme, le moi, et l'ego nous prend. Or, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous sommes les représentants du peuple. C'est le peuple qui nous mène. Et il faut qu'on se batte pour le peuple. C'est le peuple qu'on doit servir. Et non nos intérêts personnels. Compte tenu du temps qui nous est imparti, on arrive à la fin de notre entretien. Vous avez un mot de fin, justement, nous parler de vos perspectives à l'horizon des prochaines échéances électorales. Alors, une chose qui me vient en tête avant de pouvoir conclure, j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit à mes collaborateurs, qu'au Gabon, les gens deviennent des donneurs de leçons lorsqu'ils passent de l'autre côté à l'opposition. Et nous avons des personnes qui se prennent pour des maîtres de la parole. Et la politique, ce n'est pas un concours d'oratoire. La politique n'est pas un concours d'oratoire, la politique est un concours de la gestion de la cité. La meilleure personne qui est capable de gérer le pays, de gouverner le pays. Et nous sommes aujourd'hui à une année électorale. Mettons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Arrêtons avec les vendeurs d'illusions, les farfelus, des menteurs, des mythomanes. Et regardons plutôt ceux qui peuvent apporter un plus à notre pays et à notre gouvernement. Certainement, sans trop m'avancer, la politique, c'est quand même juriste comme dit quelqu'un, lorsqu'elle nous prend, c'est jusqu'à la mort. J'étais candidat en 2017, déjà, en 2018. J'étais candidat en 2023, malheureusement l'élection a été annulée. Je serai certainement candidat en 2025, aux législatives, dans le 6e arrondissement, si possible. Mais il faudrait qu'on arrête avec les gens qui viennent voir des solutions au pays. Parce que être député, ce n'est pas... faire la politique, ce n'est pas un jeu. Faire la politique, c'est vraiment avoir l'intérêt de vouloir aider ses compatriotes, aider ses concitoyens et vraiment vouloir développer notre pays. Et ceux qui ne sont pas prêts à le faire, qui se mettent de côté et qui laissent les hommes capables de gérer la politique. C'était mon avis. Merci. Je vous remercie.